Dans une société de plein emploi, vous pouvez croire que si vous êtes ouvrier et que votre copain est ambassadeur, c'est parce que vous n'avez pas récité les leçons tout comme lui à la maîtresse. C'est-à-dire quand il y a du boulot pour tout le monde, ce que j'ai connu personnellement. Je dis ça aux plus jeunes, hein. On avait un truc super, ça s'appelait la démission. J'adorais ce truc-là. Ouais, c'est une boîte pourrie, si je me casse, hop. Le lendemain, t'allais bosser ailleurs, hein, tout de suite. Et donc maintenant, c'est super, j'ai rien à dire, c'est très bien ici. Et donc voilà, donc vous pouvez croire dans une société de plein emploi, jusque dans les années 70, vous pouvez croire à l'école. Vous pouvez croire que si vous mettez le paquet, vous allez y arriver. Avec 10 millions de chômeurs et 4 millions de chômeurs, 6 millions de précaires, enfin bref, avec des gens bac+3 caissières à Auchan, hein, pardon, hôtesse d'accueil, hôtesse de caisse, voilà, l'école rentre dans une crise absolument terrible, qui est que moins elle sert, elle n'a jamais servi à ça, hein, mais moins elle sert à avoir un métier, plus les gens attendent d'elle qu'elle donne un métier. Et donc les parents deviennent fous avec les profs. Ils exigent que les profs fassent de leurs gosses des ambassadeurs, quoi. Tu vois, enfin, en tout cas, il y a du boulot. Et donc il faut comprendre un truc terrible, alors pour lequel je vais avoir besoin de faire un schéma. C'est la théorie de l'excès de culture. Tout le monde voit à peu près? Alors la théorie de l'excès de culture, c'est pour comprendre que l'école ne peut absolument rien, mais alors rien, sur le fait d'avoir un métier, ou plus exactement, que la compétition scolaire, c'est-à-dire l'idée que si on en bave dans l'école, ça améliore notre chance de trouver une place dans la société. C'est vrai à titre individuel, c'est faux à titre collectif. Je m'explique. Vous comprenez bien que dans un système où tout le système monte et il faut avoir de plus en plus de diplômes pour avoir un malheureux poste un peu minable, d'accord ? C'est vrai que vous avez intérêt à accumuler, d'accord ? Mais vous comprenez bien qu'ils font tous pareil. Tous, ils essayent de monter, d'accord ? Et donc, c'est tout le système. Et donc, le diplôme se déprécie au fur et à mesure, d'accord ? Bon. Et donc, on va voir s'il y en a qui ont des restes. Soit un axe des ordonnées et un axe des abscisses. Comment on appelle l'axe des abscisses ? Je mets où l'X ? Là ? Et là, je mets quoi ? Donc, soit un axe des abscisses X'(OX) et un axe des ordonnées Y'(OY). Putain, t'as déjà la moitié de la salle qui est larguée. Vous allez voir, c'est très facile. Ici, on est en 1944. Ici, on est en 73. Et ici, on est en 2009, à Bourainville. Donc, sur l'axe des abscisses, on met les années. Et puis là, on va mettre le niveau culturel global de la population française, qui est évalué avec des indicateurs de l'INSEE qui valent ce qu'ils valent. C'est le nombre de personnes qui parlent anglais, le nombre de personnes qui ont plus de 5 livres chez eux, le nombre de personnes qui sont allées 4 fois au théâtre, enfin voilà. Bon, vous avez des indicateurs, d'accord, le nombre de diplômes, le nombre de bacs, qui vous définissent un espèce d'indicateur global qui est le niveau culturel global de la population française, d'accord ? Bon. En 1944, regardez bien, le niveau culturel global de la population française, il est là. Et la demande des entreprises en matière de qualification culturelle, il est là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France est rasée avec des bombes américaines et que donc il faut reconstruire l'appareil de production, il faut reconstruire des usines, on a besoin d'ingénieurs, il n'y en a pas. On a besoin de gens qui parlent anglais, il n'y en a pas. On a besoin d'architectes, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas ? Parce qu'on est dans un système scolaire démentiellement élitaire, en 1944, d'accord ? Et donc seuls quelques enfants de la haute bourgeoisie ont un truc qui s'appelle le bac, d'accord ? Qui se passe en 2 fois, ok ? Et donc on n'a pas du tout ouvert le système encore, pas du tout. D'accord ? Tous les autres vont à l'usine, ok ? Et donc on a un problème, c'est qu'il faut reconstruire la France et il n'y a pas les compétences, il n'y a pas les qualifications. Et c'est pour ça qu'on va démocratiser l'accès au savoir. Parce qu'on a besoin d'ingénieurs, vite, d'architectes, vite, de gens qui parlent anglais, vite. Et il en faut, on n'en a pas. Et donc on va ouvrir le système. Bon. Et donc, le niveau... Et donc on est là dans une phase très curieuse que les économistes appellent déqualification à l'embauche, surqualification à l'emploi. Waouh! Ça veut dire qu'en fait, quel que soit votre niveau quand vous sortez du système scolaire, il y a une entreprise qui vous aspire.
et qui va vous faire quelque chose de plus compliqué que ce que vous savez faire, quelque chose qui est au-dessus de vos qualifications, mais c'est pas grave. Vous allez apprendre sur le tas, on vous formera, vous irez vous former, faire des stages, enfin bref. Et donc on va vous confier un travail super, vachement plus que ce que vous savez faire. On est dans une période de plein emploi maximum. Ok ? Maintenant, regardez bien ce qui va se passer, c'est très rigolo. L'école va faire son travail. Alors, la télévision va faire son travail. Le livre de poche qui arrive en 63 va faire son travail. Bref, la démocratisation culturelle va fonctionner à plein. Et le niveau culturel de la population française va monter. D'accord ? Mais il va monter plus vite que le besoin des entreprises en matière de qualification culturelle, c'est-à-dire en matière de... Et donc il va croiser aux alentours de 1973... fin du plein emploi, début du chômage structurel de masse. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à partir de 1973, nous en savons tous plus, grâce à l'école, que ce qu'on nous laisse faire dans l'organisation du travail dans l'entreprise. Si vous voulez, l'organisation du travail reste massivement stupide, on appelle ça une organisation scientifique du travail, d'accord ? Et donc, nous sommes de plus en plus intelligents et on continue à ne rien nous laisser prendre comme initiative. Vous pouvez vérifier là où vous êtes tous, pour ceux qui travaillent dans cette salle, vous en savez plus que ce qu'on vous laisse faire dans l'organisation du travail. Mais vous connaissez ça très bien, hein, c'est la secrétaire trilingue à qui on laisse utiliser une seule langue pour coller des timbres toute la journée sur des enveloppes, d'accord ? Et donc ce qui va se passer, c'est que la secrétaire trilingue, pour arriver à se caser là-dedans, là c'est la bagarre. Là, c'est la bagarre. On appelle ça la lutte des places. Pour arriver à se caser là-dedans, elle va se présenter devant un patron en disant « je suis secrétaire trilingue ». Et puis à côté, il y a une secrétaire bilingue et à côté, il y a une secrétaire monolingue. Et elles acceptent toutes les trois le même salaire. La secrétaire trilingue accepte de baisser ses exigences salariales pour avoir le boulot à tout prix. Et donc le patron va engager la plus qualifiée pour lui confier un travail débile de secrétaire monolingue pour coller des timbres, hein, d'accord ? C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser ses compétences. Et donc elle va pousser vers le bas la secrétaire monolingue qui va devoir, elle, se caser là-dedans. Et elle va piquer le boulot d'une caissière à Auchan qui, elle, va piquer le boulot, etc. Et à la fin, pour un qui se case là-dedans, vous n'avez pas un, mais deux qui sortent en bas. Début du chômage structurel de masse. Chaque fois qu'il y en a un qui arrive à se caser, là, il y en a deux qui sortent là. Et donc, quand je vous dis que c'est vrai individuellement et c'est faux collectivement, chaque fois que l'un de nous arrive à rentrer dans le système, il se fout complètement de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui sort quelque part. On appelle ça l'insertion professionnelle. Et donc c'est un système mortifère, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux se battre comme des chiens et pousser ses gosses à faire des diplômes, à condition de se dire qu'on n'en a rien à foutre, d'accord, du chômage qui augmente. Parce que vous comprenez bien qu'avec tous les gens qui trouvent du travail, depuis le temps, il n'y a plus de chômage, d'accord ? Bon. Et donc cette théorie, c'est la théorie de l'excès de culture, et elle permet de montrer que ça ne sert plus à rien. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous allez accumuler des diplômes que vous comprenez que ça va baisser le chômage. Ça va simplement rendre plus violent la compétition. Mais je veux dire, l'école ne réglera pas la question du chômage. Et c'est un scandale de faire croire que l'école, si on la réforme, va mettre fin au chômage. C'est une horreur, ce truc-là. Ne vous laissez jamais dire ça. Ne votez pas pour les gens qui disent ça. Et donc, pourquoi c'est un scandale ? C'est parce qu'il n'y a aucun rapport. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais je le fais vite, hein, j'ai pas le temps, mais il n'y a aucun rapport entre l'école et l'emploi. Aucun, absolument aucun. Alors je sais que dans votre tête, si, mais en fait non. Et alors cette école de Condorcet, cette école dont je viens de dire du mal pendant à peu près 2 heures et des brouettes, nous allons la perdre dans très peu de temps maintenant. Cette école va être privatisée. Elle va être privatisée parce que c'est le dernier bastion de politique publique qui résiste encore à la privatisation et que l'Union européenne, ne confondez pas Europe et Union européenne. L'Union européenne veut privatiser le marché éducatif.
Ça s'appelle le marché éducatif. Et donc, vous avez un site magnifique qui s'appelle Appel pour une école démocratique, dans lequel il est allé chercher tous les textes de l'OCDE. L'OCDE, c'est le club européen dont l'objectif est de nous faire passer la pilule des privatisations, d'accord, en habillant ça avec des termes. Hein. La réforme du lycée, le lycée modulaire, le lycée à la carte, comme ça, le choix laissé aux élèves de choisir, la liberté de choix, enfin bref. Privatisation, marchandisation du système complète. Et donc cette phrase, écoutez cette phrase magnifique d'un rapport de l'OCDE de 1999, les perspectives de profit pour les investisseurs institutionnels. Vous savez qui c'est? Maintenant, on le sait depuis le crack, là. C'est les assurances, les fonds de pension américains et les banques. Donc, des gens qui ont des milliards à jouer en bourse. On appelle ça les investisseurs institutionnels, les zinzins. Bon. Eh bien, les perspectives de profit sur le marché éducatif, c'est-à-dire si on arrive à péter l'éducation nationale et à ouvrir un système de marché éducatif, les perspectives de profit sont de l'ordre de 1 à 7, c'est-à-dire 7 euros ramassés pour 1 euro investi, quand elles ne sont que de 1 à 2 sur le marché de la construction automobile. Rapport de l'OCDE 1999. Est-ce que vous croyez que les zinzins sont assez zinzins pour laisser passer une perspective de profit de 1 à 7? Et donc il faut péter les éducations nationales en Europe, et c'est déjà commencé. Parce qu'il y a aujourd'hui 3 tendances qui vont déchirer l'éducation nationale et qui vont faire péter le système. Vous avez ceux qui disent, mes petits amis, l'école, elle est là pour instruire. Point barre. C'est-à-dire transmettre des morceaux de connaissances, de géographie, pendant des tranches d'heures à des groupes d'élèves. Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux. Nous ne sommes pas des animateurs de MJC, nous ne sommes pas des psychologues, nous sommes des enseignants. Foutez-nous la paix avec les problèmes des jeunes. Nous ne connaissons pas de personne, nous ne connaissons que des élèves, d'accord? Et si Karine subit dans sa famille de la part de son beau-père depuis l'âge de 10 ans des nanana, d'accord, qui fait que quand elle arrive en classe, elle n'est pas très réveillée pour faire ses devoirs et tout ça, ça n'est pas notre problème. Que les gens dont c'est le problème règlent le problème de la famille de Karine, mais moi, je suis professeur de géographie, qu'on me foute la paix avec les problèmes sociaux. Et donc, si vous me laissez faire de nouveau mon métier, vous verrez que l'école, de nouveau, sera une école qui fonctionne et qui aura du travail pour tout le monde et que ça sera bon. Donc, vous avez toute une première tendance. En gros, ce sont les ayatollahs républicains. Régis Debray, Elisabeth de Fontenay, Finkielkraut, toute la bande. Bon. Et donc, vous avez une deuxième tendance. Deuxième tendance qui dit, mes petits amis, il faut que l'école arrête d'instruire, c'est-à-dire de transmettre des morceaux de connaissances débiles, d'accord, qui ne servent plus à rien. Les élèves en savent plus sur les États-Unis en regardant Internet et la télévision qu'avec leurs cours de géographie, d'accord. Donc, et puis une jeune fille qui subit un inceste dans sa famille, il faut prendre ça en compte, d'accord. Et donc, l'école doit s'ouvrir sur la société. Il faut que l'école arrête d'être cette espèce de lieu incroyable où on enseigne des machins côte à côte, etc. Il faut faire rentrer à l'école la vie. Il faut faire rentrer à l'école. Et donc, l'école, elle n'est pas là pour instruire. Ce n'est pas ça, sa mission. L'école, elle est là pour éduquer. C'est-à-dire éduquer à la vie en société. Et donc, il faut qu'à l'école, on parle d'autre chose que du programme de géographie, d'accord. Il faut qu'on parle de l'entreprise. Il faut qu'on parle des partis politiques. Il faut qu'on parle de la vie, bref. Donc ceux-là, ce sont les pédagogistes. Et puis vous avez une troisième tendance, beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus discrète et beaucoup plus dangereuse. Et la troisième tendance dit, mes petits amis, l'école, elle n'est pas là pour instruire. C'est fini ça. Elle n'est pas là pour éduquer, c'est pas son rôle. L'école, elle est là pour former. C'est-à-dire que quand on sort de l'école, on doit avoir un métier. Eh bien, ceux qui sont le mieux placés pour savoir quels sont les besoins dans les entreprises, ce sont les entreprises. Et donc, il est absolument indispensable que ce soit les entreprises maintenant qui déterminent les contenus des programmes scolaires. Okay ? Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins à Borainville qu'à Toulouse. D'accord ? Et donc, laissez les entreprises s'occuper de l'école et vous verrez, il n'y aura plus de chômage. Et alors, Jean-Louis Deroy dit un truc incroyable. Il dit, ils ont tous les trois raison. Ils ont tous les trois raison.
C'est-à-dire qu'il est évident que l'école doit instruire, c'est évident, c'est-à-dire transmettre des connaissances. Il est certain qu'elles doivent éduquer à la vie en société. Et il est non moins cool que quand on sort de là, on ait une place dans le système productif. Ce qui, en revanche, ne peut pas fonctionner tant qu'on est dans un système de chômage structurel de masse. Mais je vous rappelle que pour s'attaquer au chômage structurel de masse, il faudrait s'attaquer à l'organisation du travail dans l'entreprise, ok ? Premier des droits de l'homme, propriété privée des moyens de production. Et il va falloir faire du socialisme socialiste, hein, je veux dire, si vous voulez régler ça. Ou au moins du communisme, minimum, d'accord ? Et donc, ce que dit Derouet, c'est ce qui est faux, c'est que dans une société où il y a 10 millions de personnes qui sont dehors, c'est que ces trois tendances puissent continuer à prétendre que leur fantasme soit réalisé. Et donc il va falloir qu'elles se mettent d'accord. Il faut réaliser un compromis. Il faut laisser rentrer un peu les entreprises, mais pas trop. Surtout pas trop, mais quand même, il faut éduquer, il faut ouvrir les programmes, il faut arrêter, et en même temps, il ne faut pas tout perdre des programmes. C'est-à-dire qu'il faut faire discussion sur nos représentations, nos fantasmes de ce que devrait être l'école. Et Derouet dit, comme plus personne ne le fait, parce que dès que vous parlez de l'école, vous vous engueulez, et donc l'école va s'éclater, et vous allez avoir, dans très peu de temps, des écoles où on va instruire. Ça sera pour Marie-Cécile et ça sera Ronsard en centre-ville. Des écoles où on va éduquer, ça sera pour Karim et ça sera Nelson Mandela dans la ZUP, d'accord ? Et puis des écoles où on va apprendre les toutes nouvelles techniques de pizza avec les nouvelles fours à pizza pour les pizzaiolos. Et donc, Jean-Louis Derouet dit, si on voulait empêcher ça, il faudrait faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire il faudrait que les mouvements d'éducation populaire, les émergiciens en sont un, organisent le débat public. La discussion publique là-dessus. Parce que maintenant, c'est dans très peu de temps que ça nous arrive. Moi, je pense que c'est dans moins de 2 ans maintenant. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Alors, le paradoxe, évidemment, vous voyez dans lequel nous sommes, c'est qu'après avoir dit autant de mal de l'éducation nationale, voilà que je pose la question de la sauver. Parce que il n'y a que 2 solutions. Soit on la laisse crever, et on passe au système tout privé, tout marchand, avec rémunération des profs à la performance. Vous avez vu aux États-Unis, Obama, ce qu'il vient de faire passer ? Rémunération des profs au nombre de diplômés à l'arrivée. Les profs qui ont des résultats doivent être plus payés que les profs qui n'ont pas de résultats. Et donc ça arrive en France à toute vitesse. Okay ? Et les profs seront d'accord. Parce que plein de profs pensent qu'ils sont meilleurs que leurs collègues. Et qu'ils méritent, tu vois. Et donc, on va augmenter leur salaire. Et donc, bon. Et puis, on va confier la compétence éducative aux régions. Gros piège. Parce que les régions, elles savent que pour attirer les entreprises, elles ont 20 ans pour créer des lycées d'élite. 20 ans. Il faut virer tous les mômes qui traînent et il faut des lycées d'élite. Et si on a un lycée d'élite dans cette région, alors les entreprises, dans 20 ans, elles viendront ici, elles n'iront pas en Poitou-Charentes. Vous savez que la décentralisation, c'est la mise en concurrence de toutes les régions les unes contre les autres. Hein. Vous avez un truc super dans Charlie Hebdo qui est passé il y a quelques mois. La région Basse-Normandie et la région Haute-Normandie ont demandé une étude pour savoir quel serait l'impact d'une réunification des 2 Normandies. Et alors, le résultat, c'est que ça serait la première région de France, la 6e région d'Europe pour le nombre de salariés, la richesse, etc. Bref, un truc incroyable. Et alors Charlie Hebdo dit, vous vous rendez compte le pays qu'on aurait si on remettait toutes les régions ensemble ? Et donc, pour le meilleur ou pour le pire, on va perdre cette école. Pour le meilleur, eh ben, on pourra peut-être la recréer sur des bases un peu plus intelligentes. On fera de nouveau des écoles Freinet. Les jeunes ne savent même plus ce que c'est que Freinet, on leur en parle pas dans les IUFM, d'accord ? On fera des écoles Le Pelletier de Saint-Fargeau, on fera des écoles privées, où il n'y aura plus de notes, voilà, des écoles pédagogiques. Pour le pire, ben voilà, le pire, vous savez ce que c'est ? Ça s'appelle des logiciels éducatifs. Ils sont prêts. Tous, Bayard France est prêt à inonder le marché. Vous n'avez plus besoin d'enseignants. Vous travaillez chez vous. C'est le logiciel qui vous note et qui évalue votre niveau de progression. Et donc, évidemment, pourquoi l'Europe veut faire ça ? Parce qu'elle pense qu'elle va rafler le marché éducatif mondial. Elle va piquer le marché en Australie, en Inde, au Canada, etc. avec ces logiciels-là. Et les autres pensent pareil. Tout le monde pense pareil. Ça s'appelle la concurrence libre et non faussée. Et donc, c'est une saleté. Bon.